Allez, c'est parti, Manuel Bompard sur CNews. On est pas. Merci Mugiwara pour le sub offert. Merci mon gars. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Au moment où François Bayrou veut un grand débat sur l'identité française, au moment où Jean-Luc Mélenchon parle de grand remplacement, les députés ont cette semaine voté le durcissement du droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin voulait ouvrir le débat à tout le territoire, mais le Premier ministre veut désormais voir plus loin en posant cette question: qu'est-ce que c'est qu'être français? Pas tabou, dit de son côté Olivier Faure. Nous parlerons aussi... D'ailleurs les gars, j'ai des anecdotes à vous raconter vite fait avec Aurélie Trouvé. Les gars, vous savez que il y a une partie de la France Insoumise qui sont pas trop d'accord avec le fait que Manon Aubry, Manuel Bompard, etc. se mouillent sur les plateaux de Bolloré. Ils sont pas trop d'accord avec ça, les mecs. Ils sont pas trop d'accord. Je suis en mode, mais Aurélie, il faut qu'ils se saignent des fois. En fait, le fait que ce soit sur Europe 1 en simultané plus la télévision française, t'as deux canaux de communication super importants. Je pense que des fois, il faut se faire violence. Et elle m'a répondu, ouais, mais Dofla, tu me verras jamais sur ce plateau, jamais. Et je suis pas d'accord avec les autres membres qui partent là-bas. J'ai dit, t'inquiète, Aurélie. Aurélie, fais confiance. Fais confiance à Manuel Bompard, il a le cerveau de Vegapunk. Fais confiance. Budget, imposition pour de les autres, l'entrepreneuriat en France, de l'imposition, de la méritocratie, avec également les derniers développements à Gaza et outre-Atlantique. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Johan Usaï de CNews. Bonjour Johan. Manuel Bompard, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être français? Être français, c'est d'abord respecter un contrat politique avec cette maxime qui est inscrite sur nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Ouais. Être français, c'est évidemment Merci pas Elvas pour le sub. une religion. Il y a différentes religions en France et il y a des gens qui n'en pratiquent pas. C'est évidemment pas une couleur de peau. Il y a différentes couleurs de peau en France. C'est même pas une langue, puisque notre langue, elle est en partage avec d'autres pays dans le monde. C'est d'abord, en tout cas, c'est comme ça que la nation française s'est constituée. Elle s'est constituée sur un contrat politique depuis la Révolution française. Et donc, je vois pas pourquoi on aurait besoin de lancer un débat qui est en fait une sorte de manière de masquer la réalité du vrai sujet que François Bayrou veut reprendre, c'est-à-dire continuer à se tourner vers le Rassemblement national pour essayer d'obtenir par là même sa survie. Et donc je trouve ça extrêmement regrettable, puisque vous avez cité ces propos, que le premier secrétaire du Parti socialiste, en quelque sorte, donne du crédit à cette initiative de François Bayrou. Comment est-ce que vous l'avez interprété, ce pas tabou d'Olivier Faure? Mais déjà, je trouve l'expression pas habile. Et personne ne pense qu'il y ait des sujets tabous dont on ne peut pas parler. La question, c'est est-ce que... Non, mais ce que veut dire Olivier Faure, c'est que ce débat, il est légitime. Pas tabou, pardon. Est-ce qu'on a besoin de ce débat maintenant? Genre, est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est vraiment ce que les Français attendent du débat public? Parce que l'année dernière, la semaine dernière, on a eu la fameuse polémique avec l'Algérie et la France qui a masqué un petit peu ce qui est retraite, pouvoir d'achat, etc., etc. Genre, les gars, là, cette semaine, on est à peine lundi, on a un débat sur qu'est-ce qu'être français. Par pitié, genre, on n'a pas autre chose à foutre. On peut l'ouvrir. Vous considérez que c'est pas un débat, c'est pas le sujet du moment, on ne va pas en parler. Je crois pas que ça soit y compris la priorité qui émerge des discussions que je peux avoir avec les Françaises et les Français, des enquêtes d'opinion que de la diversion, qu'on peut faire sur les sujets prioritaires. Moi, je préférais qu'on fasse un grand débat sur le pouvoir d'achat. Je préférais qu'on fasse un grand débat sur la justice fiscale dans notre pays. Je préférerais qu'on fasse un grand débat sur comment on fait face au grand défi du siècle, qui est le défi de la transition écologique, dont tout le monde sait aujourd'hui que ça va être la grande question du 21e siècle. Plutôt que d'aller encore une nouvelle fois alimenter les fractures que certains essayent de créer dans la société française. Et quand Olivier Faure dit qu'il n'y a pas de tabou, vous interprétez comment ces propos? Il n'est plus du tout en raccord avec ce que vous dites. À gauche, là, Mais si vous voulez m'interroger sur la position du Parti socialiste, je pense que Olivier Faure cherche à peu près tous les prétextes qu'il peut trouver pour essayer de ne pas censurer un gouvernement qui, en vérité, mérite la censure. Et donc, dès qu'il y a un sujet qui pourrait... D'ailleurs, les gars, la motion de censure, bon, c'est un secret pour personne, les mecs, hein, elle n'a pas été votée aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas été votée. Je pense que là, ça va être très difficile pour Bayrou Enfin, ça va être très difficile de faire tomber François Bayrou. Très, très compliqué. Peut-être pour le budget 2026 à la limite, mais là, je pense qu'il va rester Premier ministre jusqu'en 2027. Voilà, les mecs, voilà. D'ailleurs, il faut que je vous montre quelque chose. Parce que du coup,
je continue à scruter les comptes Twitter du RN. Ils se font insulter sa mère et je suis tellement heureux. J'ai fait un petit tweet d'ailleurs sur Manuel Bompard. Manuel Bompard qui avait tweeté ceci: alerte, le RN et le PS n'ont pas censuré le gouvernement Bayrou. Ils ont laissé passer une hausse des prix de l'électricité pour un foyer sur 3, une baisse des APL et la prime d'activité, une hausse des prix de mutuelles de santé pour tout le monde, la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie pour les fonctionnaires et le maintien du gel du point d'indice, 1 500 € en moins sur l'exploitation agricole et 40 000 personnes sans l'aide médicale d'État. Évidemment, je vois les commentaires, ça va, il y a des commentaires qui sont assez cool pour Manuel Bompard. Et moi, j'ai dit évidemment que vous pouvez sortir n'importe quelle excuse pour soutenir le RN, mais vous verrez que dans 6 mois ou dans 1 an, l'impact sur le pouvoir d'achat sera immédiat et très visible. Le RN n'a jamais été du côté des travailleurs. Revenez à la maison, les ouvriers. Oui, je parle à vous, les ouvriers. Oui, parce que vous avez beaucoup voté pour le RN à la présidentielle et aux législatives. Revenez à la maison, le RN n'est pas un parti des travailleurs, n'a jamais été le parti des travailleurs. Revenez le RN. Le RN. Revenez les ouvriers, pardon. Ah, le lapsus de taré. C'est moi l'ouvrier. Reviens, mon gars. Reviens. Du côté du Parti Socialiste. Merci Elvas pour le sub. Et contraindre enfin à changer de position puisqu'ils n'ont le pas mercato censuré foireux, la semaine dernière le gouvernement et qu'il y aura de nouvelles motions de censure dès demain d'ailleurs à l'Assemblée nationale. En quelque sorte, il couvre l'initiative de François Mais qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Bruno Retailleau ce matin dans le JDD? L'extrême gauche méprise l'attachement des Français à des réalités immatérielles, le patrimoine culturel, un mode de vie. Chaque peuple a le droit à une continuité historique, à préserver son être. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord. What? Attends, mais c'est une phrase purement d'extrême droite, bien identitaire, là. Chaque peuple a le droit à une continuité historique, à préserver son être. Eh mais c'est une dinguerie. Ah ouais, mais lui là, non les gars, franchement, il y a des phrases comme ça, vraiment. Alors je réponds à Bruno Retailleau que je ne suis pas à l'extrême gauche, pour commencer, puisque vous m'interrogez. Vous êtes où alors dans l'échiquier politique? La gauche, si vous voulez, la gauche radicale, c'est-à-dire la gauche qui pose et qui essaye d'apporter des questions en les prenant. C'est ça le sens du terme radical à la racine. Pour le reste, Bruno Retailleau a une vision de la culture française qui est une vision qui ne correspond pas à la réalité de la culture. Si j'arrive sur le stream, ça dit revenez le RN. Arrêtez, j'ai fait un lapsus, arrêtez. Est-ce qu'il existe une culture française selon vous? Mais évidemment qu'il existe une culture française qui est le résultat d'une forme de créolisation. La France, elle n'est pas figée dans une culture ou dans une identité qui n'aurait pas bougé depuis des siècles et des siècles, contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire Bruno Retailleau. La culture française est le résultat de cette créolisation, le résultat de ce mélange aussi des cultures, et c'est une bonne chose. Mais est-ce que cette culture française, il faut selon vous la préserver? Mais elle bouge, la culture française. À partir du moment où vous posez la question de sa préservation, c'est que vous rentrez dans le schéma sur lequel est aussi M. Retailleau, c'est l'idée d'une forme de culture qui serait qui va disparaître, figée, statique, depuis des siècles et des siècles. Ça ne correspond pas à la réalité, c'est une vision idéologique de la culture française. Juste sur la créolisation, on comprend qu'il y a l'idée du mélange des cultures dans la créolisation. Est-ce que du coup on garde, je sais pas moi, les Mérovingiens, les Carolingiens, le siècle des Lumières, etc. Ou est-ce que, ou est-ce que c'est comme le dit Jean-Luc Mélenchon, le grand remplacement? Donc en fait on oublie plutôt cette partie-là. Monsieur, je vous pose la question. Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit ça. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il a utilisé le mot, donc je cherche. Il n'a pas utilisé le mot pour le sens que vous voulez lui donner. Donc j'attends des explications. Il l'a utilisé. Vous attendez pas des explications, vous me posez des questions. Ouais. J'attends des explications, mais attends, il se prend pour qui là? C'est qui lui? Il est fou quoi? Je vais vous répondre comme j'ai envie de vous répondre. Comme vous avez envie de me répondre, comme vous avez envie de répondre aux téléspectateurs. Évidemment. Voilà, bien sûr. La créolisation n'est évidemment pas une substitution. Elle est une culture qui naît de différentes cultures qui se mélangent. Pardon, et évidemment, quand tu parles de Nouvelle-France, c'est une substitution. Nouvelle-France. Mais pas du tout, monsieur. Ça efface la France actuelle, Nouvelle-France. Mais pas du tout, monsieur. Vous avez une vision qui consisterait à faire croire que ce que nous portons comme projet politique viserait à effacer l'histoire de France, alors qu'au contraire, c'est précisément parce que l'histoire de France est faite de cette créolisation que ceux qui veulent l'effacer, l'histoire de France, c'est ceux qui veulent donner ce mythe d'une culture figée qui n'aurait jamais bougé
évolué depuis les Carolingiens ou les Mérovingiens. Après, c'est vrai que ça a fait un peu polémique la phrase de la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait polémique. Pourquoi, les gars? Parce que chaque personne aura son interprétation de qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, évidemment, il a lancé une bombe incendiaire. Voilà, moi je dis les termes, les mecs. Hein. Mélenchon, il n'a pas sorti ce terme par hasard. Ça fait beaucoup discuter dans les journaux, dans les radios, etc. depuis la semaine dernière et même dans la presse écrite. Chacun aura son interprétation. T'as des mecs de CNews qui vont te dire que c'est une nouvelle France, c'est une France qui va effacer l'ancienne, installer de nouveaux codes ou quelque chose comme ça. Moi, je peux le comprendre différemment. Je me dis que c'est une sorte de mise à jour, mais pas un peu une mise à jour comme un jeu vidéo, pas une mise à jour qui va remplacer totalement le contenu précédent. C'est juste une nouvelle France avec des codes nouveaux, une nouvelle manière de communiquer dans la politique, une nouvelle manière aussi de partager aussi ses opinions. Comment dire ça aussi? Le fait d'accepter aussi l'autre avec, par exemple, dans le LGBTQA+, QI+, pardon. Pas un reset, non, pas un reset, les mecs, pas un reset. Mais dites pas n'importe quoi, wesh, pas un reset. Un reset, on efface tout, mec, on repasse sur de nouvelles bases. Non, je pense qu'on reste avec les mêmes choses qu'on a connues en France, avec de nouvelles choses qui entraînent une nouvelle, comment dire ça? Par exemple, dans cette nouvelle France que Mélenchon y cite, il parle de l'impulsion des quartiers populaires. Cette nouvelle France, c'est aussi cette France des quartiers qui ne sont plus abstentionnistes. Cette France aussi où il y a une partie de la ruralité aussi qui est abstentionniste. Je pense moi, je le comprends comme ça. Je le comprends comme ça, les mecs. Après, libre à vous d'interpréter comme vous le souhaitez. Et moi, je le comprends comme ça. Voilà. C'est absurde, la France, ce n'est pas ça. La France a... Non, mais je parle d'un patrimoine culturel et historique. Mais personne ne conteste que dans l'histoire de France, il y a la Révolution française, que dans l'histoire de France, il y a la monarchie. Personne ne le conteste. Et pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux cette nouvelle France? Pourquoi est-ce qu'il tient ce discours? Mais parce que je pense Lui, en plus, qui est attaché à l'histoire de France. Quand on connaît bien Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est très instruit. Mais pourquoi vous voulez donner l'impression que l'un serait opposé à l'autre? On peut tout à fait... Parce que ça y ressemble quand même. Mais pas du tout. C'est une vision extrêmement idéologique de ce que nous disons. Nous disons des choses... C'est vous qui nous parlez d'idéologie? Ah oui, je pense que vous êtes un petit peu idéologique là dans les questions que vous me posez. C'est-à-dire que vous plaquez... Eh oui, les gars, oui. Vous croyez que mon pas il est con, quoi? On est chez CNews, on est chez les Bolloré. Évidemment que les questions sont tournées idéologiques. Eh oui. C'est factuel, on essaie juste de comprendre. Non, c'est pas factuel. Excusez-moi. Vous venez d'attribuer, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon une vision comme s'il s'agissait de remplacer une culture par une autre. Non. Vous pouvez trouver. On vous a posé la question, Manuel Bompard. On vous dit pas que c'est comme ça. la question, chef. Très bien. Vous voyez, on a les images de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous remercie de cette précision. Donc, évidemment, qu'il ne s'agit pas de parler du remplacement d'une culture par une autre. Il s'agit de parler d'une nouvelle France, c'est-à-dire l'émergence d'une culture nouvelle issue de la tradition et de la culture historique française, évidemment, et issue de ce qu'est le peuple français aujourd'hui, qui a bougé, qui change, qui est alimenté. reprochez à François Bayrou de mettre ce débat sur ce qu'est être français sur la table, et dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon lui-même aborde cette question en parlant de cette nouvelle France. Il n'y a pas une contradiction? Mais la nouvelle France, dans les propos qui sont les nôtres, elle n'est pas qu'une création ou une identité culturelle. Elle est de savoir si la France, aujourd'hui, elle voit justement cette créolisation comme une menace, comme une inquiétude, ou au contraire, est-ce qu'elle le voit comme une source d'opportunité pour faire face aux défis qui sont devant nous? Et vous avez le sentiment que les Français voient ça comme une opportunité ou comme une menace, cette créolisation? Non, les Français, quand on regarde les études à long terme, pas un sondage par-ci, par-là, lié à des faits parfois dramatiques. Quand vous regardez, par exemple, c'est les travaux d'un universitaire comme Vincent Tibéri, vous voyez que depuis 40 ans, les Français, par exemple, dans leur rapport à l'immigration, ont beaucoup plus de tolérance aujourd'hui qu'ils l'avaient les 40 dernières années. Ça, c'est tous les sondages montrent que les Français veulent beaucoup moins d'immigration. Précisément, tous. Non, en fait, monsieur. Si, tous. Non, précisément, je viens de vous citer des travaux universitaires que peut-être vous n'avez pas regardés, qui disent exactement l'inverse. Les sondages de tous les instituts disent que les Français veulent moins d'immigration. C'est un fait. Monsieur, invitez monsieur Tibéri, qui travaille avec invitez les présidents, les directeurs d'instituts de sondage qui vous diront la même chose que moi. Mais les instituts de sondage ne font pas des études de long terme de 40 ans sur la base des statistiques de l'INSEE, c'est-à-dire un travail sérieux. Moi, c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Vous voulez dire que les instituts de sondage ne sont pas sérieux? Ah non, ils ne sont pas sérieux, évidemment. Aucun?
Bah écoutez, je sais pas. En mode, c'est un tabou. On dirait que c'est une dinguerie de dire oui, c'est de la merde les institutions de sondage. Oui, moi je le dis aussi, c'est de la merde. Il a raison, c'est de la grosse merde. Ouais. Pas parce que là, il veut peut-être défendre Ipsos ou l'INSEE. Enfin, pas l'INSEE, non, Ipsos ou je ne sais pas quel institut. Parce que je vous rappelle que c'est les chaînes de télévision ou même les grands groupes qui commandent, qui achètent justement, qui commandent des sondages, des questions, etc. pour envoyer dans nos boîtes mail, téléphone ou je ne sais pas quoi sur Internet. Donc, il flop. Normalement, quand on est censé faire des prévisions de résultats électoraux, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Je dois vous rappeler qu'au moment des dernières élections législatives, 27 sondages ont été publiés. 27 sur 27. Oh, je ne savais pas, quelle bande d'arnaque. Ah, vous ne savez pas, mais moi, ça me dérange pas de vous apprendre des choses, les mecs. Ça me dérange pas. Regardez bien, les amis, sur Internet. Si vous traînez sur Twitter ou même sur la chaîne de CNews, chaque semaine, Europe 1, CNews et le groupe, de manière générale, plutôt CNews, Europe 1, commandent des sondages. C'est eux qui posent les questions. Ipsos réceptionne la question et va le poser à des téléspectateurs ou à d'autres personnes, citoyens français. Et le truc à savoir, c'est que quand il y a marqué sondage réalisé auprès de 1000 personnes, mais tu vois la commande, qui a commandé le sondage? Des fois, il y a marqué Journal du Dimanche, il y a marqué Le Figaro, il y a marqué CNews, Europe 1, etc. Faut juste bien lire, les mecs. C'est écrit en tout petit. Voilà, c'est écrit en tout petit, mais il faut le lire pour le croire. Faut ouvrir les yeux, les mecs. Disait que l'extrême droite allait avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. 27 sondages sur... Mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on n'est jamais sondé? Bah moi, les gars, j'ai déjà été sondé. Hein. Vous avez jamais été sondé? Pour de vrai? On m'a déjà sondé par téléphone, par exemple, les mecs. Hein. C'est très rapide. Hein. On me demande mon prénom, mon âge, on me demande ma ville, et on me pose la question de manière directe. Ou sinon, vous traînez sur Internet, vous répondez à un sondage, ou sinon, vous regardez sur votre boîte mail. Vous avez jamais été sondé. Ah, Yo Kendrick, si. Il y en a quand même, hein. Et après, Doflat, t'as 45 ans, t'en as vécu des choses. Ah ben, crois-moi, mon gars, que dès mes 18 ans, je sais pas si c'est à la majorité qu'on peut commencer à t'appeler pour ce genre de choses, mais bizarrement, dès que j'ai eu 18 ans, on m'a déjà posé des questions liées à des sondages sur un débat politique. Voilà. C'est quoi les RG, Phébus? Moi, si, Cluster. Cluster qui est aussi un institut de sondage, Dr. Dre, ouais. Cluster aussi. Vous dire que les Français veulent plus... Non, mais un mec qui me dit remets. Toi, tu prends ton permaban pour ce soir. Allez, permaban. Ta merde de mon stream. Je fais pause parce que j'échange avec mon chat. Mon chat, laisse-moi tranquille. J'ai une relation privilégiée avec mon chat. Nique ta mère. Y a pas de remets, mais play ou je sais pas quoi. Je te baise. C'est bon, je te baise. C'est bon? C'est des ouf, je peux échanger. On est sur un stream, mon gars. Oh. C'est un ouf, lui. Immigration, c'est ce que vous nous dites, les Français veulent plus d'immigration? Non, là, on m'interrogeait précisément sur la question. Non, mais sur la question des sondages. Mais c'est-à-dire que pour vous, les sondeurs. Vous dites, est-ce que c'est sérieux? Je vous dis non, ils sont les très sondeurs qui essayent d'avoir une image. Vous parliez justement de la Nouvelle-France. Les sondeurs, justement, qui essaient d'avoir une image de la France à l'instant T, à l'instant d'aujourd'hui. C'est ça aussi qui vous intéresse. Si je comprends bien, et dès la dernière déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est à quoi ressemble la France aujourd'hui et pas il y a 1500 ans. Donc, si on prend les sondeurs qui regardent la situation d'aujourd'hui, c'est l'instant T, c'est ce que font les sondeurs, que ce soit l'IFOP, que ce soit CXA, que ce soit Odoxa, que ce soit tous les sondeurs. Là, vous dites en gros, tout ce qu'ils font, en fait, ils se sont trompés ou ils ne se sont pas trompés aux dernières élections législatives? Les Français ont le droit aussi de changer d'avis dans la dernière ligne droite avant de se rendre aux urnes. Vous dire est faux? Les Français... Est-ce que oui ou non, 27 sondages sur 27 disaient que l'extrême droite allait gagner les élections législatives? C'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de vous dire? Non mais répondez-moi, juste pour que je le sache. Si je me suis trompé, je veux bien le reconnaître, mais ça bégaye. Les sondeurs n'avaient effectivement pas vu le résultat des élections législatives. Mais néanmoins, vous dites, vous, les Français veulent plus... Attends, mais toi aussi tu vas être permaban, hein. Quand quelqu'un va à ton encontre, tu le bannes, un vrai facho. Bah mec, je vais littéralement te permaban aussi parce que j'ai permaban le mec qui me demande de mettre replay. Si tu veux regarder la vidéo, tu coupes mon stream, tu vas sur YouTube, tu tapes Manuel Bompard et c'est tout, c'est comme ça. Donc y a pas de quelqu'un va à mon encontre. Non, y a rien mon gars, y a rien mec. Je les banne parce qu'ils me cassent les couilles, j'en ai marre. On vient pas sur mon stream pour dire play, y a un échange, y a un débat. Donc prends ton ban toi aussi. Moi j'ai pas le time gros. J'ai pas le time frère. Mon gars. Pitié, vous êtes fous quoi? Un stream, c'est de l'échange.
Laisse en pause. Attention, attention. Plus d'immigration, vous persistez à dire cela. Je suis en train de vous dire que quand vous prenez des études robustes, la part de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrants en France a chuté de 17 points en 40 ans. Voilà. Donc je suis mort. Peut-être que vous pouvez le contester, peut-être que ça ne correspond pas à votre propre vision des choses, mais c'est des éléments on va le débattre le 31 décembre, les mecs. Précis, sur la base d'études statistiques, mais ça ne me surprend pas. Merci Lucas pour le cette question, parce que j'ai vu par exemple M. Retailleau, vous m'interrogiez sur lui, sur un plateau de télévision. Est-ce qu'on peut parler de M. Retailleau après la pause? Oui, mais juste je termine en 2 secondes. FCB, merci M. mon gars. Retailleau disait que quand les chiffres ne correspondent pas à son idéologie, c'est que les chiffres avaient tort et que c'est son idéologie qui avait raison. Donc cette manière, si vous voulez, de travailler sur une forme de post-vérité, forcément, après, je suis pas très surpris qu'on vienne contester des... Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Manuel Bompard, le montage de fou, qui a fait un cut comme ça, là. Il a même pas fini sa phrase. De la France insoumise, si Gérald Darmanin construit des prisons pour les narcotrafiquants et voudrait étendre à tout le pays un durcissement du droit du sol, Bruno Retailleau, lui, continue sa lutte contre l'immigration illégale. Au sein de l'école, Elisabeth Borne dit « Je ne laisserai rien passer ». Et vous, quelles sont vos propositions ? Mes propositions sur quel sujet, de manière générale, sur les propositions pour le pays aujourd'hui, vous voulez dire? Les propositions pour le pays, alors que vous voyez que vous avez un ministre de l'Intérieur qui, lui, se concentre sur l'immigration illégale. Gérald Darmanin, lui, qui construit des prisons pour la violence, le narcotrafic, l'hyperviolence des jeunes. Madame Borne qui dit « Je ne laisserai plus rien passer » également sur les histoires de violence. La violence, l'hyperviolence revient toujours. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai des propositions à faire sur chacun de ces sujets, monsieur. Donc, si vous voulez, on va les prendre intéressant les mecs. Les uns. Moi, je vous l'ai toujours dit, les gars. Je vous l'ai toujours dit. Quand il y a des mecs de gauche, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Aurélie Trouvé, parce que on sait qu'on est sur un plateau ennemi, qui vont forcément te poser des questions sur la sécurité, sur l'identité française, sur tout ce qui est anxiogène, qui t'attrape à la gorge, mais t'as quand même envie de connaître des éléments de réponse, des propositions de loi, des propositions tout court de la part de la France Insoumise sur justement la sécurité, parce que oui les gars, on est tous de gauche. Sur mon chat, je pense que la plupart on a une sensibilité de gauche. Mais on a toujours envie d'être dans un pays où il n'y a pas de violence, quoi, tout simplement. On n'a pas envie de vivre dans l'insécurité, dans la violence qui est naissante, etc. Donc moi, ça me dérange pas qu'il puisse répondre à ça. On écoute ses propositions. Après les autres. Sur la question, par exemple, de ce qu'on appelle le narcotrafic, moi, je préfère parler de lutte contre la criminalité organisée de manière générale, parce que ça ne concerne pas que le trafic de drogue, mais aussi le trafic d'êtres humains, mais aussi le trafic d'armes. Nous avons présenté, il y a 2 mois, une proposition très précise, très sérieuse, avec 60 propositions. T'as toujours l'impression, la gauche, ils disent qu'il n'y a pas de violence. Non, je pense pas, les mecs. Hein. Moi, je ne pense pas que Non, ça, je suis pas trop d'accord, les mecs. De penser que la gauche dise qu'il n'y a pas de violence en France, je ne pense pas. Simplement qu'il y a des priorités. Genre le fait de réduire la pauvreté des mecs peut indirectement aussi impacter sur la réduction de la violence en France. Parce que la plupart des violences sont nées dans des quartiers ghettoisés, appauvris à la mort à cause de décisions politiques de merde. Donc moi, je peux vous garantir, les mecs, que la violence et la pauvreté sont liées. Et d'ailleurs, Thomas Guélet en a fait un excellent rapport aussi quand il était sur TPMP. Voilà. Pour essayer de faire face justement à l'augmentation de l'impact, du poids et des conséquences dramatiques malheureusement des réseaux de criminalité organisée. Et précisément quand cette semaine le budget a été imposé en force par 49.3 avec la bénédiction évidemment des macronistes mais aussi du Rassemblement national mais aussi du Parti socialiste, personne n'a dit par exemple que dans ce budget on supprimait 5000 postes dans la police judiciaire, alors que si vous voulez lutter contre les réseaux de criminalité organisée, vous avez précisément besoin d'avoir davantage d'effectifs qui ont comme fonction, comme mission de remonter des filières, et ça, c'est précisément le rôle de la police judiciaire. Vous voyez, moi j'essaie de pas être hypocrite, je pense qu'il faut plus d'effectifs. Mais de fait, à court terme, il faut des mesures fortes, mais oui, il faut lutter contre la pauvreté, c'est évident. Mais tu vois, par exemple, le délire de police judiciaire, moi je veux bien écouter la proposition de Manuel Bompard, mais sur le court terme, police judiciaire, ça peut pas marcher comme ça, parce qu'il faut le former. Il faut former le policier à de l'anticriminalité, relever des empreintes, les lumières bleues qu'on voit, je sais pas quoi, dans les séries, les experts. Un policier judiciaire, ça tu peux pas le faire spawn comme ça, tu vois. Mais par exemple, sur le court terme, l'augmentation du SMIC, c'est possible. Je ne dis pas que ça va baisser la violence par 3 ou par 4, je dis simplement que ça peut donner un peu d'allant, un peu de soulagement à des familles en difficulté. Voilà. Dans la police judiciaire, donc je laisse pas... Les gars, il n'y a jamais de formule magique, les gars, pour éradiquer la violence. Hein. Il n'y a jamais de formule magique. Parce que tout pays, même le pays le plus calme,
même si la criminalité est très très basse dans ce pays, par exemple, je prends le cas de la Suisse, il y a quand même de la violence. Il y aura quand même des petits faits divers, en veux-tu, en voilà. Ah oui, les mecs, hein. Ça n'existe pas de formule magique. Et les gens qui pensent que le RN... Vous me citez le Salvador, les mecs. Oui, le Salvador a fait extrêmement bien baisser sa criminalité. Il y en a toujours. Mais par exemple, dans un pays comme la France, où vous savez que les pouvoirs sont partagés, la justice, l'Assemblée, le Parlement, etc., bref, le régime, la 5ème République, bah les mecs, la France ne devait pas devenir le Salvador. Littéralement. Moi, par exemple, je déplore la justice, comment elle fonctionne. Je le dis de manière honnête, la justice fonctionne mal. Mais... Faut pas se mentir, les mecs, la France ne deviendra jamais le Salvador. Et est-ce que c'est une bonne chose que la France devienne le Salvador? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Eh oui, les gars. Un budget qui supprime 5000 postes dans la police judiciaire. Sur le narcotrafic, M. Bompard, à un moment, vous défendiez à la France Insoumise la légalisation du cannabis. Vous êtes toujours sur cette position ou est-ce que vous avez évolué? Oui, non, je suis toujours sur cette position. Écoutez, vous avez en France aujourd'hui une législation qui fait partie des législations les plus répressives au monde sur la question de la consommation du cannabis. Et vous avez un Français sur 2 qui dit qu'il a déjà fumé du cannabis. Donc il y a une forme d'hypocrisie qui est une hypocrisie totale. Et moi, je pense... Tu te bases sur quoi pour dire que la justice ne fonctionne pas d'offre? Bah déjà, l'exemple le plus marquant, les mecs, on le voit sur les rendus judiciaires. Quand tu vois qu'un pédophile ne prend que du sursis ou prend très peu de prison ferme, les pédocriminels qui touchent à des enfants, c'est pareil. Littéralement, t'avais un haut gradé dans l'administration française qui avait vendu sa fille de 11 ans, sur Internet. Il y avait des personnes qui violaient sa fille, qui touchaient sa fille. Le mec, il a pris très peu d'années de prison. Il y a plein d'exemples pour te montrer à quel point la justice, elle est défaillante, surtout avec des pédocriminels, surtout avec la pédophilie, etc., etc. Il y en a plein, les mecs. Il y en a plein d'exemples comme ça. Et moi, ça me fait de la peine quand même. Ça me fait de la peine de voir ça. Je pense que tu rentres dans une rhétorique de l'extrême droite. Les mecs, je suis désolé, hein, je vais vous arrêter direct. Hein. Quand tu lis quand tu vois en long et en large le journal, même le journal le plus neutre possible, qui te dit qu'il y a un père de famille qui a vendu sa fille sur Internet, il a pris très peu d'années de prison, t'as pas besoin d'être d'extrême droite pour être scandalisé quand même. Mec, tu vois Morandini, c'est pareil, genre Morandini, il est encore à la télé, c'est n'importe quoi, frère. T'as pas besoin d'être d'extrême droite pour voir que t'es scandalisé. Excusez-moi. Désolé. Donc vous voulez laisser l'extrême droite s'approprier ce thème, exactement, Zelko. Ça nous baisse trop, les mecs, hein. C'est une vision trop, je sais pas, moi j'aime pas ce sentiment que vous mettez le chat, hein. Enfin, pas le chat, mais... certaines personnes, quoi. Mais pas du tout, si tu veux, on parle de justice de classe. Après, évidemment, là où je peux te dire que la justice, elle est aussi défaillante, tu vois, par exemple, qu'il y a une justice, oui, il y a une justice de classe, et ça, c'est aussi un problème. Est-ce que tu peux le considérer comme un problème, monsieur Paul? La justice de classe, par exemple. Que quand t'es riche et que tu te payes un putain d'avocat parce que t'es riche, t'as une condamnation moindre que le mec qui peut pas se payer un avocat qui peut te défendre correctement. Parce que justement, il a pas d'argent. C'est aussi une mauvaise chose, non? C'est aussi une mauvaise chose. On peut pas me dire en BIC 2025 que la justice, elle est correcte. Ils veulent recruter en plus. Ça manque de personnel judiciaire parce que l'administration est croulée sous les dossiers. Donc là, il y a un truc qui va pas dans la justice. On est d'accord. Enfin, je sais pas. Je t'ai cité pas mal d'exemples quand même. Effectivement, qu'il faut sortir de la logique de la prohibition qui ne fonctionne pas. Et précisément parce que le cannabis est un produit dangereux, qui provoque des addictions. Si vous voulez lutter de manière efficace contre le cannabis, je crois que ça passe par des politiques de santé publique et pas par une politique
d'interdiction qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Bruno Retailleau qui cherche également à culpabiliser les consommateurs? Précisément, elle s'inscrit toujours dans cette même logique, dans cette même vision des choses. J'entendais Monsieur Alain Bauer récemment sur un plateau de télévision, dont on peut pas dire que ce soit un insoumis, qui disait des choses assez proches des miennes, c'est-à-dire qui disait mais en fait les consommateurs ils sont dans des addictions, donc en fait il faut les soigner, donc il faut des politiques de santé publique et précisément la légalisation n'encourage pas la consommation. Le cannabis thérapeutique, ça existe déjà. Non, mais c'est pas ça. Faible dose. C'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous dire que je pense précisément que la logique de la prohibition, de l'interdiction, ne produit pas les résultats escomptés, y compris dans la baisse de la consommation. Parce que tout le débat est là. Est-ce que la légalisation conduit à une augmentation de la consommation? Je ne crois pas. Il y a un certain nombre de pays, par exemple, on pouvait regarder l'exemple au Portugal, par exemple, où il y a eu une légalisation du cannabis, encadrée évidemment, pas pour les mineurs évidemment. Je veux dire, il y a des. Quand vous regardez les pays d'Europe, il y a l'Allemagne et puis voilà, c'est tout. Mais partout, c'est-à-dire il y a l'Allemagne. En Espagne, ils sont plus. C'est légalisé en Allemagne, mais il n'y a pas qu'en Allemagne. Le Portugal, il n'y a pas qu'en Allemagne. Il est con, quoi. Le cas sous condition. Après avec pas toujours les mêmes. En Espagne, En Espagne, ils sont aussi en arrière. Le plus simple, c'est en Allemagne. Mais il y a peut-être des endroits où ils sont revenus en arrière, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut sortir de cette logique de prohibition, qu'il faut pouvoir concentrer les moyens de police contre les réseaux de criminalité organisée, et cette politique absurde de culpabilisation, de répression du consommateur, mais ça ne fonctionne pas, ça ne produit aucun résultat. Moi, j'aimerais bien que sur ce sujet aussi on sorte 2 minutes de l'idéologie. Et chaque semaine, chaque année, les mecs, on a toujours une campagne qui nous coûte de l'argent pour dire il faut pas prendre du cannabis. Chaque semaine, faut que j'arrête avec le mot semaine. Chaque année, on a le droit à la même rengaine, même spot publicitaire ou indifférent, ou c'est un truc hyper anxiogène ou sinon hyper criminalisant pour les consommateurs. Je suis en mode, oh là là, les mecs, c'est bon. À un moment donné, il faudra se poser la question de la légalisation. C'est bon, les gars. Avec évidemment, comme le dit Manuel Bompard, un encadrement strict. Voilà. On essaye de regarder les politiques qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas. Ça fait des années et des années. Là, ça commence, donc on verra si c'est efficace ou pas. Ça ne commence pas maintenant. Les spots sont diffusés à partir d'aujourd'hui. D'accord, monsieur. Donc on verra. Les amendes forfaitaires, ça contre les consommateurs, ça ne commence pas. Ça a plusieurs années, ça n'a pas produit de résultats en termes de la baisse de consommation de drogue. En mode, c'est Retailleau qui va faire changer quelque chose, mais c'est un malade. Donc à un moment, je me permets de dire que je pense qu'il y a des solutions qui sont des solutions plus intelligentes, plus efficaces que celles-ci, qui sont, à mon avis, éminemment des solutions communicationnelles. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le constat? Est-ce que quand le ministre de l'Intérieur dit un joint, il a le goût du sang, est-ce que vous êtes d'accord? Non, ça s'inscrit dans cette logique de culpabilité. C'est une réalité pour vous? Vous dites ça culpabilise le consommateur, mais c'est une réalité ou pas? Non, mais un joint, puisque c'est le terme qui est employé, c'est-à-dire un joint de cannabis, provient normalement, pas toujours d'ailleurs, mais souvent de vente illégale de drogue, et donc alimente et finance des réseaux de criminalité organisée qui sont évidemment des réseaux dans lesquels il y a de la violence, dans lesquels il y a des assassinats, dans lesquels il y a des meurtres. Donc c'est bien de le dénoncer, peut-être. Et élu de Marseille. Mais la responsabilité, elle n'est pas la responsabilité de ces violences, elle n'est pas la responsabilité du consommateur. Elle est la responsabilité. Le consommateur n'a aucune responsabilité. Elle est la responsabilité des réseaux de criminalité organisée, et c'est contre les réseaux de criminalité organisée qu'il faut lutter. Sinon, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de réseau de criminalité. Ah, parce que vous croyez, et donc parce que vous pensez que vous allez faire ça, il n'y aura plus de consommateurs. Précisément, si vous voulez qu'il y ait plus de consommateurs, il faut essayer de sortir les gens des addictions, il faut les soigner, et ensuite il faut concentrer les moyens de police, les moyens judiciaires vers le démantèlement des réseaux. Quand vous passez votre temps à aller chasser des petits consommateurs, c'est autant de moyens que vous ne mettez pas dans la lutte contre les réseaux de criminalité organisée. Et si vous voulez réduire l'emprise de ces réseaux de criminalité organisée, qui effectivement est pour moi une source de préoccupation, vous devez concentrer les moyens policiers et les moyens judiciaires vers le travail d'enquête, le travail de renseignement, vers la lutte contre le blanchiment d'argent, vers la lutte contre la corruption, qui sont des sujets dont on ne parle jamais. Excusez-moi, on n'en parle jamais. Le gel des actifs des trafiquants, Bruno Le Maire en a parlé il y a 2 ans à l'Assemblée nationale, nous avait annoncé qu'il allait déposer une proposition de loi sur ce sujet. On n'en a jamais vu la couleur. Juste pour être là, on sort du cannabis, je passe sur la cocaïne. Quand le président colombien Gustavo Petro dit que la cocaïne, c'est pas plus mauvais que le whisky, là, vous n'êtes pas d'accord avec lui quand même?
Mais je ne savais pas que le président colombien avait dit ça. Donc je ne crois pas que ça soit plus meilleur que le whisky. Mais si Il vous dit qu'en gros, c'est aussi nocif l'un que l'autre. Mais je pense pas qu'on puisse. Enfin, moi, je suis pas un expert en termes de santé. Je crois pas qu'il y ait équivalence des effets des uns et des autres. Mais pour autant, oui, il a raison de pointer le fait que l'alcool aussi est un sujet fléau, d'addiction genre. en France. Ouais. Évidemment, et que si vous voulez lutter contre les addictions, il faut lutter contre les On parlait addictions. de la Colombie. Sur le dossier, D'accord, mais je peux me permettre de vous dire que, par ailleurs, si on veut lutter effectivement contre les addictions de manière générale, évidemment, la drogue en fait partie, l'alcool en fait partie, les médicaments en font partie, un certain nombre d'usages médicamenteux aujourd'hui, et qu'une vraie politique de santé publique doit s'attaquer à toutes ces difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a 2 menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Le narcotrafic et l'islamisme. What the fuck. Je pense qu'il y en a d'autres. Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. Mais d'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de vue? Je dis qu'il y a d'autres menaces pour la France. Et ces deux-là en font partie? Ce sont 2 menaces existentielles pour la France? Les réseaux de criminalité. Mais attends, il casse les couilles le journaliste. Pourquoi il met un pressing comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive là? Était organisé. Oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire? Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement territorial? C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non. Alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France. Et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. L'islamisme. Mais attends, mais pourquoi le journaliste il parle que de l'islamisme? Genre, il y a aussi toute forme de religion où on est vraiment extrême, où l'utilisation est extrême et ça peut partir en couille, genre. Pourquoi que l'islamisme? Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions et moi, je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire. D'accord? Donc, si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, mais vous me posez la question que vous voulez et moi, je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. C'est embêtant. Je réponds précisément. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement. Et moi, je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc, si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger... Islamiste. Oui, mais moi, je vous parle de la menace terroriste. Et moi, je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord? C'est moi qui réponds, vous posez les questions, et moi, je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre à mon compte. D'accord? Donc, quand il y a des motivations religieuses... C'est tendu, mon gars. On est passé de la cocaïne à l'islamisme. Putain de merde. Ils ont que ça à la bouche, les mecs. Ils ont que ça à la bouche. Non, le pressing de fou malade. Qui produisent, par exemple, des actes terroristes. Oui, c'est un problème contre la France et il faut lutter. Tu comprends Aurélie Trouvé, Dofla. Bon, après, les gars... Après, Manuel Bompard, il a plus de bagages, tu vois. Il a l'habitude de la télé, il a l'habitude de ces moments-là. Évidemment qu'il n'a pas tombé dans le piège de CNews à dire s'il condamne l'islamisme. En vrai, il peut le condamner, les mecs. C'est pas un gros mot de condamner l'islamisme, le terrorisme islamisme. C'est pas un gros mot. Mais Manuel Bompard, qui connaît ce personnage-là, qui s'en est pris à Rima Hassan, le gars là, Johan, je sais plus comment il s'appelle. Bref, le mec, à chacune des apparitions qu'il a sur CNews, c'est que des trucs casse-couilles. Et il parle toujours de l'islam. Toujours de l'islam. Évidemment qu'Emmanuel Bompard, il va pas tomber dans ce piège, les mecs. Évidemment. Contre, évidemment, on appelle les prêches illégaux, quoi. Oui, voilà, ils mettent tout et n'importe quoi dans l'islamisme, ils mélangent tout et n'importe quoi, les gars. Évidemment que moi, le terrorisme islamisme, et vous aussi dans le chat, je pense qu'on peut le condamner, mais la manière dont la question est posée dans le débat, ça n'intéresse pas Manuel Bompard, et il a raison de pas tomber dans ce piège, évidemment. C'est pas des mélanges de tout pour essayer de mettre ça dans une catégorie, très fort. Pour ensuite aller pointer du doigt une partie de la population française qui n'a strictement rien à voir avec les actes. Est-ce que les frères musulmans sont une menace pour la France? Alors, je précise ma question. Monsieur, je sais pas, moi je suis venu pour parler des sujets d'actualité, pas de vos obsessions. L'islamisme, c'est un grand sujet d'actualité. Parler de vos obsessions, avec ceux avec qui vous avez envie d'en parler. C'est le patron du renseignement territorial qui dit que c'est une menace existentielle. Et j'ai répondu à votre question. Sur le dossier algérien, je pose la question et vous répondrez après la publicité parce qu'elle arrive. Vous voulez. Mais franchement, je sais pas, moi, ça. Donc là, tombe pas dans le piège, il n'y a que du terrorisme. Non, mais peu importe les mecs, hein, des types de terrorisme ou je ne sais pas quoi, on s'en fout, tu vois. Là, évidemment, qu'il met d'étiquette, il parle de islamisme. Et tu vas jamais l'entendre parler de est-ce que vous condamnez le terrorisme, christianisme ou je sais pas quoi, ou le terrorisme juif. Tu vas jamais l'entendre parler de ça, frère. C'est tout pour l'islam, rien que l'islam. On te baise.
on te baise. Oui, les gars, j'ai 40 ans, oui, je te baise. J'ai peut-être avoir une plainte, je sais pas. Ce serait peut-être bien qu'on parle de l'actualité. Mais c'est l'actualité. Non, l'actualité aujourd'hui, c'est un budget qui vient de passer en force. C'est une motion de censure demain sur le budget de la sécurité sociale. C'est le fait que Madame Le Pen et l'actualité, ce sont les menaces. Laissez-moi répondre aux questions et laissez-moi parler. Laissez-moi parler à des questions qui vous sont pas posées. Oui, moi j'ai envie de parler de ces sujets-là et donc je vais en parler. Poser des questions, Monsieur Bompard. Mais je vous me posez les questions que vous voulez. Encore une fois, je vous parle aussi des sujets sur lesquels je pense que c'est important de répondre. Oui, on se retrouve dans un instant sur le plateau du... Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, est sur le plateau du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Avant de passer à la motion de censure, une question courte et une réponse courte. C'est juste, ça concerne Bruno Retailleau qui s'exprime ce matin dans le JDD à propos de l'affaire de Doualem, l'influenceur algérien. Il dit, dans cette affaire... L'état de droit a été dévoyé au point que la règle de droit ne protège plus la société française, désarme l'État régalien. Quand une règle ne protège plus les Français, il faut la changer. Qu'est-ce que vous voulez répondre de manière courte ? Que quand on est ministre, on respecte justement l'état de droit. Exactement. Et on ne l'attaque pas. Exactement. Et que M. Retailleau a fait n'importe quoi. Et qu'à partir de ce moment-là, la justice l'a rappelé à l'ordre parce qu'il a fait n'importe quoi. Dans la procédure, vous voulez dire ? Évidemment. Et donc, plutôt que de s'en prendre à la justice, il devrait reconnaître ses torts. Reconnaître le fait qu'il n'a pas respecté les procédures, qu'il n'a pas respecté un certain nombre de règles élémentaires de l'état de droit, c'est-à-dire aussi y compris le droit de se défendre et des droits qui sont garantis à la défense, et que quand on est pris la main dans le sac, le mieux c'est de reconnaître ses torts plutôt que de s'attaquer à ceux qui rappellent les principes de l'état de droit. Est-ce que cet influenceur Doualem a, selon vous, sa place dans notre pays, ou est-ce qu'il doit être expulsé ? Mais monsieur, s'il a tenu des propos qui sont des propos contraires à la loi, il doit donc être jugé en raison des propos qu'il a tenus. Et si ensuite il est condamné pour les propos qu'il a tenus, alors la justice peut décider de prendre des mesures, et y compris des mesures d'éloignement du territoire national. Mais ce n'est pas à M. Retailleau de le décider. Parce qu'en France, il y a quelque chose qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Et donc il y a l'exécutif. Et il y a le pouvoir judiciaire. Et ce qui a été reproché à M. Retailleau... Putain, je l'aime trop, mais c'est tellement la réponse parfaite qu'il faut donner à ces sales bâtards de CNews. C'est tellement la réponse parfaite. Je suis désolé, les mecs. Il n'y a rien à rajouter. La séparation des pouvoirs. Retailleau, ferme ta gueule. Laisse la justice parler. C'est même Darmanin, qui est le ministre de la Justice, les mecs, il a pas dit un mot. Les gars. Non, c'est trop une dinguerie. La réponse est trop limpide. Il n'y a rien à retirer, pas un verbe. C'est de ne pas avoir respecté ces principes. Et donc, M. Retailleau devrait les respecter. Voilà, tout simplement. Et le tribunal administratif a une interprétation du droit. Vous avez la libre interprétation du juge. Ben oui, mais c'est celle qui s'applique aujourd'hui. Comme il y a eu un autre juge du droit administratif juste avant, qui était contraire à l'autre interprétation du juge. Et il y a des possibilités de recours. Et il y a dans la justice française, c'est toujours comme ça que ça se passe, sur n'importe quelle affaire. Il y a un jugement en première instance, il y a des possibilités d'appel, il y a des pourvois en cassation. Il y a des pourvois en cassation. Oui, mais à la fin, c'est la dernière décision qui s'applique. Des fois, ça vous arrange, des fois, ça vous arrange pas. Tu vois, ça dérange par exemple CNews qui est plusieurs juges qui jugent l'affaire. Il y a des contre-jugements, des je sais pas quoi. Quand le mec il parle, t'as l'impression que c'est dérangeant, genre qu'il y ait plusieurs juges qui statuent sur l'affaire ou je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça vous dérange ? De toute façon, l'histoire n'est pas finie. Demain, la France Insoumise présente une motion de censure contre le PLFSS sur les 2 motions de censure contre le budget. La semaine dernière, les Insoumis... Alors, je vous spoil les mecs, ça a été... Alors, je vais skip cette question parce que comme on est lundi et que l'interview c'était dimanche, on va juste skip ce moment, les mecs. On va skip ce moment par rapport à ça. Surtout aussi que ça a été dit sur mon stream encore et encore. Je pense qu'on va skip un petit peu. Je regarde juste les dernières questions. Ah, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Putain, ils vont se foutre de sa gueule sur Villeneuve-Saint-Georges, vraiment là. Lui, ce qui avait été voté l'année d'avant. En 2024, c'était pas un budget qu'on avait, monsieur ? Mais il n'était pas adapté à 2025. Non mais pourquoi ? Merci Denis pour le notamment l'augmentation du barème de l'impôt sur le revenu. Mais on aurait pu tout... Alors attendez, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent. C'est faux de dire que s'il n'y avait pas eu ce budget, il n'y avait pas de budget du tout. On a voté à l'Assemblée nationale une loi spéciale qui reconduisait pour 2025 les lignes budgétaires de 2024. Ça vous convenait ? Et s'il y a eu... J'ai pas dit que ça me convenait. J'ai dit que c'était cette manière de faire du chantage qui consistait à dire si vous acceptez pas ce très mauvais budget, à la fin, la France va être... en gros, on pourra plus payer les fonctionnaires, etc. C'est un mensonge pur et simple. Et en fait, ce qui s'est produit dans cette situation, c'est qu'il y a eu des circulaires qui ont été pris par le gouvernement. Ouais, j'ai vu Klopp. J'ai vu. Frontière qui a sorti des noms d'avocats
avocats qui défendent les OQTF, etc., ils ont expliqué qu'il y a un business à faire autour de la misère parce que les OQTF, ils n'ont pas d'argent, etc. Et du coup, c'est l'État, à travers des avocats commis d'office, qui défendent les OQTF. Mais ce qu'ils n'ont pas oublié, c'est que eux, ils en parlent comme un business. Ils parlent de ça comme un business, mais dans tous les cas de figure, un OQTF qui a besoin d'un recours judiciaire aura besoin d'un avocat. Il faut qu'il soit représenté, le mec. Ça veut dire quoi? On s'assoit sur l'état de droit aussi? Les mecs, ils ont leaké des noms d'avocats qui défendent des OQTF. On est où? On est dans quel pays, les mecs? Ce journal commence à être très dangereux, hein, Frontière. Hein. Ça commence à être très dangereux. Merci S-Modé pour le sub. Merci, mon gars. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Monsieur Barnier au moment de son départ, dans lequel il a dit bon c'est vrai il y a la loi spéciale mais on va quand même bloquer les crédits. C'est eux qui ont été responsables. Et là ça met pas des cibles exactement. Donc il y avait tout à fait moyen de faire autrement et en tout cas il n'y avait aucune raison d'accepter un aussi mauvais budget. Une nouvelle pause et on se retrouve sur le plateau du Grand Rendez-vous. À tout de suite. Écho avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. La défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges face à une candidate LR, ça donne quoi comme signe, Manuel Bompard? Ça dépend par rapport à quoi on la compare. En l'occurrence, les dernières élections municipales qui avaient eu lieu dans cette commune, à Villeneuve-Saint-Georges en 2020, la gauche toute rassemblée au deuxième tour avait réalisé 27% des voix. À la droite, il y avait déjà 2 candidats de droite. Cuisiner les mecs, non, avait réalisé plus de 70%. Cette fois, Louis Boyard réalise près de 40%, 38% pour être exact. Okay. Donc, est-ce que ça me satisfait? Non, j'aurais préféré gagner, évidemment, mais je vois plutôt... Attends, mais vous m'apprenez des trucs de ouf, le chat. Attendez. Mes potes qui font de l'aide juridictionnelle, donc commis d'office, ils sont payés de misère et surtout, ils sont payés en retard, zéro business. Ah ouais. Je pense pas que les avocats commis d'office le sont pour faire du business. C'est des avocats souvent inexpérimentés en début de carrière. Putain, mais heureusement que vous êtes là, sa mère. Heureusement que vous êtes là. Vous êtes littéralement des débunkers de frontières. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Vraiment, quel torchon de merde. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un tweet sur eux. Le tweet, il a percé. Il y a le directeur de la rédaction de Frontières qui m'a répondu. Il m'a traité d'idiot, de sale con, je sais pas quoi. Et t'as et je crois que t'as son directeur de publication aussi qui m'a fait un tweet. Niquez vos mères, je vous baise aussi. Je vous baise, Frontières, je vous baise. C'est bon, je vous baise. Merci Kiba pour le sub. Ce résultat comme une progression par rapport à la dernière élection municipale. Et donc, merci le chat. L'idée que, puisqu'il y aura des élections municipales à l'échelle nationale l'année prochaine, c'est plutôt une bonne préparation. C'est pas très encourageant quand même. Il était donné grand favori avec toutes les voix de la gauche. Toutes les voix de la gauche, si on faisait après le premier tour, il devait gagner l'élection. Ah bon? Il n'y a pas eu un espèce de front anti-LFI, y compris à gauche? Mais vous partiez défaitiste, vous? Non, je partais pas défaitiste, mais je sais que c'est très difficile de gagner une élection municipale, en particulier dans une commune dans laquelle la droite a fait plus de 70% à la dernière élection municipale. Vous savez, c'est pas si facile que ça de remonter. Il fallait remonter quasiment 20 points sur la droite. Ça ne remet on a remonté 10 points sur la droite, on n'a pas réussi à remonter les 20 points. C'est pas un très bon présage quand même pour les élections municipales de l'année prochaine. Moi, je trouve au contraire que la France Insoumise, d'abord, qui au premier tour était seule, alors que l'ensemble des autres formations politiques de gauche avaient constitué une liste concurrente, la France Insoumise est sortie en tête au premier tour. Donc ça, déjà, c'était un résultat qui était un résultat remarquable. Pas de NFP au deuxième tour, la gauche progresse par rapport à l'élection municipale de 2020. Pas suffisamment. Mais vous avez fortement reculé par rapport aux élections législatives. Ah, parce que vous comparez les élections législatives et les élections municipales. C'est un scrutin. C'est une comparaison qui vous appartient, mais qui correspond pas du tout à la réalité. Tout le monde sait que les ressorts de vote ne sont pas les mêmes, que dans une élection législative, vous votez en raison de préoccupations nationales, en raison de programmes nationaux, que pour une élection municipale, vous votez, vous prenez en compte un contexte qui est un contexte local. C'était une élection municipale partielle. Je suis pas en train de vous dire que je suis très content. La question, ça gagne bien un avocat les experts, mais les gars, c'est vraiment une question de merde. Hein. Avocat, c'est large, ma gueule, c'est très large. Surtout que la justice, c'est un domaine qui est très vaste. T'as le droit des affaires, t'as les avocats sur le droit d'asile, t'as les avocats sur les entreprises, t'as les avocats sur la fiscalité, t'as les avocats aussi sur la criminalité. Ah mec, c'est un monde qui est très très vaste. Ça dépend. J'aurais préféré gagner, évidemment. Quels sont vos objectifs? Mais je suis pas d'accord avec la lecture qui est donnée de ce scrutin, qui consisterait à dire qu'en quelque sorte ce serait une catastrophe. Ça ne correspond pas à la réalité. Quels sont vos objectifs pour les municipales de l'année prochaine? Combien de villes de plus de 30 000 habitants, puisque c'était le cas avec Villeneuve-Saint-Georges, vous comptez conquérir? Mais nos objectifs sont pas politiciens. L'objectif, c'est pas de savoir combien la France Insoumise veut avoir de villes. Non, quand on rentre dans une échéance électorale, notre objectif, c'est d'abord d'apporter des réponses et des solutions. Quand vous présentez une élection, c'est pour la gagner. Attendez, mais d'accord, mais on va commencer par parler un petit peu du fond.
du programme avant de parler de savoir l'étiquette des maires à venir. Donc moi, je souhaite qu'on puisse défendre aux élections municipales, par exemple, pour vous donner des exemples, le retour en régie publique de l'eau, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les villes, parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal que vous ayez des grandes multinationales qui se font de l'argent sur l'accès à l'eau dans un certain nombre de très grandes communes en France. Je suis pour qu'on défende aux élections municipales le fait que le petit... Moi, je mise sur 30 à 50 villes LFI. Les mecs, on fera ça, on fera les calculs l'année prochaine, les mecs. On fera les calculs l'année prochaine pour ceux qui seront encore sur mes streams. Voilà, j'espère ne pas mourir. J'espère que je vais pas perdre des viewers en chemin aussi. L'année prochaine, on fera un petit sondage. Je vais miser sur une centaine de villes, moi. Je vais voir. Et je vais suivre aussi. On fera le même sondage, les mecs. Avec Éric Zemmour aussi, hein. Avec Éric Zemmour. Déjeuner à l'école soit gratuit. Vous serez là, et que tout le monde puisse avoir, tous les enfants de ce pays, puisqu'on parlait des difficultés tout à l'heure liées à l'école, on l'a évoqué très rapidement, et de faire en sorte que tous les enfants de ce pays puissent aller suivre leur éducation le ventre plein, pas le ventre vide, parce que vous pouvez pas bien apprendre quand vous avez le ventre vide. Voilà quelques mesures qu'on va défendre. Et ces mesures, on va les porter évidemment avec des listes dans lesquelles la France Insoumise aura des candidats, avec l'objectif de remporter les élections municipales dans un certain nombre de villes. Je ne vais pas vous donner un résultat ou un pronostic chiffré. Oh, je rate trop pas, mon gars. Je suis parti militer à Villeneuve-Saint-Georges et honnêtement, on avait des problèmes d'organisation militante. Cependant, avec le peu de moyens qu'on avait à Villeneuve-Saint-Georges, on a fait réussir à faire beaucoup mieux que la gauche réunie au municipal 2020. Mais tu vois, à Tropa, là où tu confirmes ce que j'avais dit il y a 2 semaines, je pense, là tu confirmes littéralement ce que j'ai dit. Je pense que la France Insoumise doit faire son autocritique. Et la preuve, tu en es l'exemple parfait. Genre, désolé, tu confirmes qu'il y a eu une stratégie qui était mauvaise de la part de la France Insoumise sur Villeneuve-Saint-Georges. Peut-être qu'il y avait de la précipitation, peut-être qu'il y a eu un peu d'excitation, etc. Peut-être qu'il y avait aussi un peu d'emballement. Et c'est ce qui a causé la défaite. Mais en soi, les gars, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une honte. Parce que, comme le dit Manuel Bompard, on part d'une ville qui avait fait 70% à droite. Donc on part d'un mauvais départ. Mais c'est pas grave. C'est défaite, mais c'est pas grave. C'est justement, le problème, c'est que si tu ne réussis pas à faire ton autocritique et tu produis les mêmes erreurs sur Villeneuve-Saint-Georges encore une fois, à ce moment-là, bon, les gars, faudra lâcher la ville hein, à un moment donné. Hein. Faudra juste lâcher la ville. La cause de la défaite, c'est l'abstention. Oui, mais justement, les amis, l'abstention, je veux bien comprendre que ce soit aussi la cause d'une défaite. Mais c'est là où le politique, c'est là où le mandat de politicien, il est intéressant. Parce que le but, c'est d'aller chercher l'abstention. Il faut aller le chercher, l'abstentionniste qui ne veut pas voter. Ça sert à rien d'aller convaincre un mec qui a toujours voté à droite. Ça sert à rien. Il faut convaincre l'abstentionniste, les mecs. C'est ça qui est important. C'est ça. Pour moi, c'est pas la cause de la défaite. C'est un problème. Je suis d'accord que c'est un problème. Mais la seule personne qui peut éradiquer ce problème, c'est pas l'abstentionniste lui-même, c'est le politicien. C'est le politique. À travers son discours, à travers le tract, à travers la manière dont il va avoir son rapport avec l'abstentionniste. C'est un travail, les mecs. C'est un travail. Il est difficile, il est très très difficile. Mais il faut se faire violence, les mecs. C'est ça la politique, hein. Il faut se faire violence. Ça, c'est du terrain, les mecs. Moi, je suis... Par exemple, Merde, j'ai oublié son pseudo, excuse-moi, chef. T'as un mec, littéralement, qui milite pour Louis Boyard. Il a pris des bâtons dans les roues. Il a dit que c'était difficile niveau organisation, etc. C'est du terrain. Le terrain, c'est la partie la plus difficile. Alors que moi, je suis un streamer, je suis un commentateur. Moi, je suis dans mon confort, mon gars. Moi, c'est bien beau de dire allez voter, allez voter. Bah, il faut aussi aller sur le terrain pour convaincre l'habitant. Eh oui, les mecs. Ça, c'est la partie la plus difficile. Eh oui. À ce stade, on est encore à la phase des préparations. Mais voilà quelques-uns des marqueurs politiques qu'on va Manuel Bompard, je voudrais juste une réflexion sur... Je ne suis pas d'accord, pas avec nos médias. Tout n'est pas dans les mains des politiques. Bon, évidemment, les gars, qu'il y a le jeu du 4e pouvoir. Les médias ont une influence de baiser sur le cerveau. Mais les gars, qui d'autre que le concret? Qui d'autre que le concret, les gars? Je sais pas quoi vous dire, mais il faut aller sur le terrain directement. On le voit à travers les manifestations, on le voit à travers aussi les entreprises. Tu sais, les syndicats, ils ont une politique aussi pour essayer d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise. C'est du concret. C'est littéralement du concret, les mecs. Ah oui. L'audition de Luca De Meo, qui est toujours le directeur général de Renault, qui était en commission des affaires économiques, qui a été interrogé par Benjamin Lucas lundi.
Il a justifié son salaire de patron. Il dit qu'il apporte une expérience, qu'il... En vrai, t'as un nouveau style de militant d'Ofla. Mais tu sais que... Bon, ok, tu vas sucer. Je vais encore me sucer moi-même. Je vais me sucer moi-même. Non, pas Aurélien Taché. Aurélie Trouvé, elle a dit que ce que je fais... C'est formidable c'est parce que c'est une nouvelle forme de militantisme. Voilà, merci de me sucer. Merci Hydra, tu m'as fait une belle passe. Ronaldo qui fait la passe à je sais plus quel genre portugais, bref, je sais pas. Joao Félix, voilà. J'ai cherché un footballeur portugais. Mais ouais, elle m'a dit que c'est une nouvelle forme de militantisme et c'est pareil avec Dany Heraz. C'est une manière, par exemple, littéralement, quand j'ai fait l'émission samedi, t'avais pas mal de personnes du chat, qui ont dit que grâce à moi, j'ai voté pour la gauche, grâce à moi, j'ai participé, grâce à moi, j'ai voté pour la première fois, etc. Moi, je suis content. Moi, je suis content, les mecs. Moi, je suis content. Les gars, le moment où je vais finir le jeu, le moment où j'aurai terminé le jeu, c'est quand je vais recevoir un message de Kumo avec sa carte d'électeur qui dit « Dofla, j'ai voté à gauche grâce à tes streams ». À ce moment-là, les gars, je vais prendre ma retraite, je vais fermer ma chaîne Twitch et je vais prouver, je vais vous montrer que ma chaîne Twitch sera supprimée, les mecs. Voilà. Mais je le connais, il va jamais voter, frère. Il va jamais voter. Jamais il va voter, frère. Crée de la valeur, qu'il crée de l'emploi, qu'il travaille 70 à 80 heures par semaine. Quel est votre point de vue là-dessus, sur cette justification ? C'est indécent. C'est indécent. Oui, c'est indécent. Écoutez, je veux dire, aujourd'hui, vous avez... je prenais le PDG le mieux payé du CAC 40, il gagne 2800 fois le SMIC. 2800 fois, oui. Qu'il y ait des qualifications différentes, je ne le conteste pas, mais qu'est-ce qui justifie ? Donnez-moi juste un argument qui justifie. C'est pas moi qui les ai donnés, c'est M. Deméo qui a dit... Je interpelle il a dit « je crée de la valeur ». Pour le bonheur de 8000 emplois. Pour le bonheur de notre échange. Mais... Oh là, je crée de la valeur, j'ai créé 8000 emplois. Mais excusez-moi les mecs, ce mec-là, tu peux le remplacer, son successeur peut aussi faire la même chose que ce mec-là, mais rien ne justifie d'avoir un salaire aussi important, les gars. Je suis désolé, wesh. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il travaille 2800 fois plus que l'employé random ? Arrêtez. Moi, je le dis de manière honnête, les gars. Il mérite un gros salaire. Mais pas un salaire 2800 fois plus, les mecs. Il mérite un salaire confortable, je peux l'entendre. Mais pas autant, les mecs. Là, je suis désolé, on part dans des maximes absolument abusées, les gars. Vraiment, c'est abusé. Bon, vous allez peut-être me répondre le contraire, les mecs. Vous allez me dire non, il mérite pas, non, vraiment pas, etc. Je l'entends. Je ne dis pas qu'il mérite de toucher 2800 fois plus. Je pense qu'il mérite de toucher au minimum 3 ou 4 fois plus. Ça s'arrête là, les mecs, ça s'arrête là. 3 ou 4 fois plus. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais faut doser, les gars. Faut doser la gueule des salaires, par pitié, wesh. Pourquoi il mérite ? Non, mais le mérite, c'est qu'on va dire que, vas-y, dans des emplois, et d'ailleurs, Mélenchon, il en a parlé, il y a des salaires. Il faut une limitation de la masse salariale dans les très hauts salaires. Voilà, ça c'est une proposition de loi sur l'entreprise, c'est une proposition de loi LFI, donc c'est pour ça que je vous ai dit que dans la masse salariale, s'il y a le patron qui touche 3 fois plus, c'est pas le scandale du siècle. Mais il nous faut un plafond. Si tu ne plafonnes pas le salaire des entreprises, même dans le privé, il y a un problème. On va avoir un problème, les mecs. On va avoir un problème. Voilà, c'est tout. C'est une proposition de maximiser les salaires dans les grandes entreprises comme ça. C'est presque 40 millions d'euros par an, c'est une dinguerie. Bah, mec, c'est n'importe quoi, wesh, c'est n'importe quoi. À la limite, tu vois, il peut avoir un bonus. Par exemple, sur l'entreprise Total, le PDG, il a un bonus, les cadres aussi, et il y avait une manifestation, etc. avec les raffineurs, mais il y a eu des retombées, une redistribution du bénéfice de Total sur les raffineurs. Parce qu'il y a eu une manifestation, ils ont eu gain de cause. Vous vous rendez compte ? Ils ont eu gain de cause. Tant mieux pour eux. Il faut forcer les choses. Il faut forcer les choses pour avoir des choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les raffineurs de macro-données. Bon, les gars, Sévérance, c'est après, s'il vous plaît. Sévérance, c'est pas maintenant, s'il vous plaît. Le problème d'Ofla aussi, c'est que ça doit être mondial. Sinon, ils vont aller ailleurs et t'auras plus de PDG en France. Ouais, mais les gars, après, c'est là où le patriotisme économique il rentre aussi en compte. Je sais que, vas-y, on est dans une mondialisation, on ne peut pas s'y échapper. Même la Chine, qui est bien communiste,
C'est un communisme chinois. Même les grands patrons chinois sont multimilliardaires aussi, les gars. C'est n'importe quoi, c'est abusé, bref. Mais à un moment donné, les gars, je le répète, je vais encore le répéter. Même dans les autres pays, même aux États-Unis, rien ne justifie d'avoir un salaire aussi important, les mecs. Rien ne le justifie. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, rien ne le justifie. On peut trouver des PDG moins chers et plus rentables. Ah, je sais pas si t'as des exemples. Je sais pas. Là, tu me prends au dépourvu, mais moi, j'ai pas d'exemple de ça, tu vois. Merci Olivia pour le sub. Merci, merci. Sévérance, on a l'épisode... bon, parce que depuis tout à l'heure, vous spammez Sévérance, mais on est à l'avant-dernier épisode qui est sorti vendredi. Donc, je crois que c'est l'épisode 4 ou 3. Je crois que c'est le 3 ou 4, je sais plus. Je crois que c'est le 3. Je crois que c'est le 3. Franchement, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'un individu gagne 2800 fois plus qu'un autre individu? Mais ça devrait être proscrit. Strictement. Ils arrêtent pas de dire qu'ils sont fiers de leurs racines, fiers de l'histoire de la France, fiers d'être français, mais quand il faut payer, il n'y a plus personne. Ça, c'est une belle phrase, ça. Ça, j'aime bien ça. Rien. Bah, moi, je suis favorable, ça fait partie des mesures qui sont dans notre programme, à ce qu'on encadre par la loi les écarts de salaire. Par exemple, qu'on dise qu'il ne puisse pas y avoir d'écart de salaire supérieur de 1 à 20. Voilà, on veut dire que tous les grands patrons compétents... Et encore, je suis gentil, les mecs. Hein. Vous avez été plus radical. Vous avez été plus radical parce que vous avez dit, même x3 ou x4, Dofla, c'est pas possible, ça mérite pas non plus. Mais il propose jusqu'à x20. La maxime, c'est x20, les mecs. Le maximum, c'est x20. Bah, vous voyez, la France insoumise. Vous faites 20 fois le SMIC. Faites le calcul à l'année, il touche combien le patron qui est en x20? Voilà, tu vois. On travaillait ailleurs, là où on les payera. Voilà. Mais si moi, je me suis arrêté à x3. Ne sont pas patriotes, veulent partir ailleurs, eh ben on en trouvera d'autres pour les remplacer. Vous savez, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, oui, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, la richesse, la valeur produite par ces entreprises, c'est pas le patron qui l'a produit, cette valeur. Hein. C'est d'abord les salariés. Mais toujours un quand capital Renault vend des voitures... Attends, x20, le SMIC, c'est pas énorme en vrai. Attends, le SMIC, il a combien en net? SMIC net. Le SMIC net, il a 1400 €. Si je fais 1400 € x 20... 28 000 €. 28 000 € x 12. Ouah, 342 000 €, s'il te plaît, wesh, les gars. 342 000 €, vous me dites c'est rien. Mais je vous jure que c'est confortable pour un patron. Et je pense même que c'est trop. Je pense même que c'est trop, mec. Je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est vraiment abusé. Oh non, c'est abusé. Ça entretient pas une Ferrari. Eh ben, il s'achète pas de Ferrari, frère. Il va pas s'acheter de Ferrari, ma gueule. C'est les travailleurs qui produisent, mon gars. C'est pas les patrons, frère. C'est pas les patrons qui sont derrière l'usine et tout, genre. Enfin, derrière la machine à l'usine. C'est bon. 342 000 €, c'est même cher payé, frère. Il y a des gens qui ont été sur des chaînes de production pour les produire, ces voitures. Oui, mais Renault, justement, puisqu'on en parle, Renault fermait il y a encore et Bromius pour le sub. Merci, les mecs. Monsieur Deméo est arrivé, merci. Il a fait son slogan qui était la Renolution. Là, je fais pas du tout de... Non mais allez-y, défendez le PDG de Renault, il n'y a pas de problème. Et les résultats sont là. Donc après, il dit, voilà, je travaille 70 heures par semaine, comme beaucoup de capitaines d'industrie. Mais vous savez, il interroge le député, il dit, vous croyez que je connais plein de gens qui travaillent 70 heures par semaine et qui gagnent pas. C'est nul quand tu dois faire de ton entreprise le numéro 1. Mais les gars, c'est une dinguerie, les mecs. Hein. Moi, je veux bien que l'argent soit une sorte de catalyseur pour motiver ses troupes. Mais excusez-moi, les gars, hein, 340 000 € par an, hors bonus, parce que s'il y a des résultats, si dans son contrat par exemple il y a des bonus en fonction des résultats, ça va motiver le patron qui touche 340 000 € par an, ça va le motiver à faire de meilleurs résultats pour son entreprise. Bah les gars, quel est le problème? Il y a trop de capitalistes sur mon chat, j'aime pas ça, wesh. Il y a certains mecs là, des petits pseudos comme ça là, c'est des putains de capitalistes, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Merci Saul Goodman pour le sub offert, merci mon gars. Et du coup les sportifs c'est pareil ou pas? Alors, les amis, on va pas mélanger les sujets parce que le monde de l'entreprise et le monde du divertissement, c'est le jour et la nuit. Voilà, je vous le dis, les mecs, c'est pas pareil. Voilà, le monde est méchant. Le monde du divertissement est un monde extrêmement méchant. Mon exemple, voilà, moi, c'est mon exemple. Je suis ténébreux. Voilà, je suis ténébreux. Je touche un putain de salaire sur le divertissement parce que le divertissement est un milieu qui paye très très bien les mecs, voilà, c'est un milieu qui paye très bien le divertissement, c'est mirobolant, c'est le monde du foot, tu vois des mecs qui touchent des 40 millions d'euros. Hier, j'ai regardé une vidéo d'un joueur de baseball qui a touché 100 millions de dollars sur 10 ans.
100 millions... Non, sur 7 ans, je crois que c'est 7 ans. 100 millions de dollars sur 7 ans, les mecs. C'est n'importe quoi, les contrats des sportifs. Le monde du divertissement est un monde méchant, les mecs. Voilà. Voilà. Le monde est méchant, les mecs. Voilà. Attends, quoi? C'était pas 100 millions? Attends, c'était 700 millions? C'est un japonais, ouais, les mecs. C'est un japonais. Sérieux? Ah ouais? Attends, quoi? Désolé, Dofla, mais il faut mettre un plafond aussi sur le divertissement comme au PDG. Ah, les mecs, je pense que le débat, il est très technique. Hein. Je pense que j'ai pas les outils pour vous guider sur quelque chose de concret. Mais par exemple, Ronaldo, qui a des retombées par rapport à son image, par rapport au maillot vendu, par rapport aux produits dérivés, etc., c'est normal qu'il ait des retombées. Le patron, c'est pas pareil parce qu'il y a une productivité qui est faite par les employés. La question, elle est extrêmement complexe. Les gars, on est dans la sociologie, voilà, on est dans la sociologie du travail, etc. Donc c'est un milieu que je ne connais pas. Voilà, c'est un milieu que je ne connais pas. Et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, les mecs. Voilà, Ah, maintenant c'est technique. Bah, les gars, excusez-moi, Vrazen. Tu peux me donner ce crédit, les gars? Tu peux me donner ce crédit, mon gars, pardon. C'est vrai, c'est technique. Un joueur de foot qui vend énormément de maillots par rapport à un autre joueur, tu sais, il y a une sorte de rentabilité par l'image. C'est pas la même chose, mon gars. Hypocrite. Mais c'est pas... Bah, moi, les gars, si vous me dites que c'est hypocrite, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ça bégaye de... Bah, je bégaye pas, en fait. Bah, what? Mais je suis pas en train de bégayer, les mecs. Mon discours, il est bizarre. Mais what? Mais pourquoi mon... Ah, je comprends pas. Mais what? Pourquoi il est bizarre, mon discours? Je comprends pas. Attends, j'ai pas compris. Bah, c'est exactement pareil que le monde de l'entreprise. Bah, moi, non, je pense que non. Excusez-moi, hein. Je pense que le monde du divertissement est extrêmement injuste. On peut le changer, il n'y a pas de problème, mais le monde du divertissement, il est vraiment injuste pour le coup. Hein. Je sais pas. C'est pas cohérent, je trouve. Après, les mecs, je peux être le premier à limiter le salaire du joueur du foot, mais le monde du divertissement, je pense qu'il est extrêmement complexe par rapport au monde de l'entreprise avec le producteur, avec le patron qui n'a pas mis sa main dans la machine. Enfin, je sais pas, les mecs, hein. Mais encore une fois, les gars, vous essayez de me piéger ou je ne sais pas quoi. Je vous ai déjà prévenu, bande de chiens de la casse, que je n'ai pas tous les outils parce que c'est littéralement de la sociologie d'entreprise. Je n'ai pas les outils pour vous aider, les mecs. C'est tout, c'est comme ça, wesh. Non, parce que je vous connais. Moi, je vous insulte parce que vous voulez attraper ma veste. Vous voulez attraper ma veste sur un sujet, en mode je vais bégayer. Je vous ai déjà dit que c'est de la sociologie, c'est différent. Moi, je n'y arriverai pas à trouver des outils pour débattre avec vous, les mecs. J'avoue, c'est pas cohérent, tes propos. Bah... je te dis que le monde du divertissement, il est injuste. Pourquoi c'est pas cohérent ? Si ensuite ta logique, les joueurs de foot seront des futurs patrons, tu vas faire quoi du coup? Après, les joueurs de foot sont déjà riches, les mecs. Mais c'est là où je vous dis... Vous me dites que je suis incohérent, les mecs. Je vous dis que le monde du divertissement, c'est un monde extrêmement injuste. J'ai pris mon exemple. Le salaire que je fais, c'est injuste par rapport au monde de l'entreprise du prolétaire. Je sais pas, moi, l'usine du coin, la fonderie du coin, le fabricant de voitures. Les gars, c'est un monde qui est extrêmement injuste. Je sais pas. Je sais pas, les mecs. Honnête, ben c'est ce que je vous dis depuis le départ. Les mecs, ils me disent je suis dans un discours contradictoire. C'est pas logique ce que tu dis. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je te dise Vous êtes des bâtards MDR. Non, mais on peut attraper ma veste, y a pas de problème, les mecs. Y a pas de problème, les gars. On est là pour débattre. Y a rien, les gars. Y a rien. Honnête, mais en vrai, la plus-value dans l'industrie du divertissement, elle doit être parallèle à celle de l'industrie plus généralement. Mais oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Oui, donc t'es pour qu'on t'impose plus. Je suis pas contre qu'on m'impose plus. Si le pays peut mieux tourner parce qu'on paye, parce que par exemple la classe moyenne et la classe supérieure payent plus d'impôts, c'est pas grave tant que le pays tourne bien. Mais là, on sait même pas où est-ce que comment l'argent est dépensé, ma gueule.
L'argent est mal dépensé. Ça me fait chier de payer des impôts parce que l'argent est mal dépensé. Moi, ça me dérangerait pas de payer plus d'impôts si l'argent est bien dépensé, je m'en fous. C'est pas un tabou, les mecs, c'est pas un tabou. Imposez-moi plus, frère. C'est pas grave. Mais je veux que le pays tourne bien, frère. Je veux voir au classement PISA que l'investissement fait sur l'éducation nationale a permis à des enfants d'avoir les acquis élémentaires à l'école. On voit le classement, la France est top 20, la France est 12e ou 8e. Eh ben là, je suis content de payer mes impôts, par exemple. Eh oui. Qu'est-ce que je te dise ? Pas 2800 SMIC. Vous savez, quand vous êtes aujourd'hui à la caisse du supermarché, que vous êtes en horaire fractionné et que vous êtes obligé de partir à 5h du matin. Oui, je sais, on m'a dit, Vaza, on m'a dit que PISA, c'est pas super basé. On m'a dit. Le problème, c'est que PISA n'est pas super basé, mais tu le vois avec les outils qu'on a, rien que dans le ministère de l'Éducation, on le voit qu'il y a un problème d'éducation, même dans l'éducation élémentaire. Bon, c'est pas un tabou, les mecs. Ça aussi, c'est pas un tabou. On a un problème dans l'apprentissage. C'est pas un tabou. Les gars, pitié. Par pitié. C'est pas un truc d'extrême droite de dire qu'on n'a pas les acquis sociaux, qu'on est catastrophique à l'école. C'est pas un truc d'extrême droite, je le redis. De chez vous, et qu'au milieu, peut-être que vous n'êtes pas sur du temps de travail, on les connaît vous ne pouvez tous, pas rentrer chez vous. Eh ben oui, mais ils ne gagnent pas 1800 SMIC. Monsieur Bompard, la France serait le... Donc peut-être qu'on peut quand même se dire que rien ne justifie que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, vous avez les 0,1% des plus riches qui ont vu leur... Attends, qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est le patron qui génère l'âtre d'une entreprise. L'âtre, c'est quoi l'âtre ? L'âtre d'une entreprise, tu peux pas le remplacer si c'est ton meilleur joueur. Ben putain, les gars, si vous croyez que le patron, c'est lui le meilleur joueur, oh là 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 là. Les mecs, vous remplacez Bernard Arnault, je vous garantis, la preuve, Bernard Arnault, ok, il a fait percer LVMH. Mais par exemple, l'année dernière, LVMH a perdu du chiffre d'affaires parce que le monde du luxe, vas-y, il est un peu en vrac. Mec, tu remplaces Bernard Arnault, qui te dit que le successeur de Bernard Arnault va pas inverser la tendance et faire percer l'entreprise ? Ça veut rien dire, le patron, chef d'équipe, en mode c'est CR7 le patron. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Vraiment, l'argument est ridicule. Pour moi, le chef d'équipe, le chef de l'équipe football, parce que tu as pris ça comme image, comme métaphore, bah pour moi, c'est les employés de LVMH, les mecs. Hein. C'est les employés de LVMH. Fortune augmentée de manière significative et qu'en bas de l'échelle sociale, puisque c'est comme ça qu'on dit, même si j'aime pas cette expression, vous avez des gens qui sont tombés encore plus dans la pauvreté. Comment vous pouvez accepter la mesure que vous proposez, monsieur Bompard, ça serait une mesure qui s'appliquerait qu'en France. Donc c'est-à-dire que dans les pays voisins, ça s'applique pas. Donc là, tu enlèves Ronaldo de ton équipe, c'est pas grave. Non mais les mecs, sérieusement, vous mélangez vraiment le sportif et le monde entrepreneurial. Vraiment, je le pense sincèrement que c'est pas pertinent. Voilà, je le dis, les gars. Voilà, je le dis. C'est absolument pas pertinent de comparer le sportif et l'entreprise, le patron. C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Moi, je trouve que c'est ridicule. Après, c'est mon avis, les mecs. Hein, c'est mon avis. Donc les patrons en question pourraient partir dans les pays voisins. On peut tout à fait avoir, ça existe sur la fiscalité des entreprises, des discussions à l'échelle internationale pour essayer que ces standards ils se développent. Et vous savez comme moi, peut-être que vous ne le savez pas, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, qu'en fait, il y a déjà un secteur de l'économie, c'est l'économie sociale et solidaire, dans lequel il y a déjà des limitations des écarts de salaire à l'intérieur de l'entreprise. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas grave, okay. C'est plutôt 1 à 10 ou 1 à 5. Et pourtant, ces entreprises, elles se portent très bien. Donc, pourquoi ça serait pas impossible ? En plus, ça serait un cercle vertueux. C'est-à-dire que si le grand patron veut s'augmenter, il est obligé d'augmenter. Il y a un pays qui s'appelait l'URSS qui défendait la même idéologie que toi, résultat des millions de morts. Ah, parce que le capitalisme, il génère pas des millions de morts aussi ? Ça, c'est tellement l'argument le plus nul à chier. Et comme si je voulais exactement le même communisme que l'URSS. Même LFI ne veut même pas parler du communisme de l'URSS et encore moins Olivier Besancenot. C'est l'argument le plus éclaté de la semaine. Voilà, je le dis. Éclaté. Vraiment, c'est éclaté. Vraiment. Nul à chier. Les bas salaires. Donc voilà une mesure, par exemple. Mais juste pour un exemple de mesure. Sur un point précis, vous n'êtes pas contre la méritocratie. Vous n'êtes pas contre... mais c'est pas de la méritocratie, ça, monsieur. Pour travailler
dès le plus jeune âge pour faire des études, pour ensuite gagner une grande école. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que vous les encouragez à avoir plutôt 20 sur 20 ou vous les encouragez plutôt à dire de toute façon... Quelle question vous me posez? Vous pensez que Est-ce qu'on peut être méritocrate en se disant tiens, d'accord, moi je retiens votre argument de faisons 1 à 20, mais est-ce qu'on garde la méritocratie? Est-ce que ça existe? Mais ce n'est dans les idées le système dans lequel on est aujourd'hui n'est pas un système de méritocratie. Ah bon? Mais non, certainement pas. L'essentiel des grandes fortunes en France, d'ailleurs, vous pouvez là aussi consulter les études qui sont faites depuis une 50aine d'années sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des grandes fortunes en France doivent leur grande fortune à l'héritage, certainement pas à leur activité à elles. Que d'ailleurs, aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'il y ait une égalité des chances. Et cet héritage est d'ailleurs le principal facteur aujourd'hui de transmission des inégalités entre les générations. Donc c'est certainement pas la méritocratie, le système dans lequel on est. On nous a parlé la semaine dernière de Bernard Arnault, en nous essayant d'expliquer que Bernard Arnault a forgé lui-même sa fortune. Mais enfin, vous avez oublié l'histoire du groupe de Bernard Arnault. Vous avez oublié qu'il a repris une entreprise avec des aides publiques, qu'il s'était engagé à cette époque à laisser tout l'emploi. En attendant, il a quand même créé beaucoup d'emplois. On a parlé de Michelin tout à l'heure. 160 000 on a parlé dans ce débat de Michelin, mais Michelin touche de l'argent public, du crédit impôt recherche, des plans de soutien à la filière automobile, il supprime des emplois, ça n'a rien à voir avec... Moi, ça me fume quand même cette histoire de Bernard Arnault, on lui doit tout, etc. Alors que littéralement, l'État français a beaucoup aidé Bernard Arnault dans sa fortune, dans le bâtissement de sa fortune. Et c'est pareil avec Michelin, et c'est pareil avec pas mal de patrons du CAC 40. Faut arrêter de croire que ces mecs-là se sont fait tout seuls. Arrêtez, par pitié, je vous en supplie. Il y a des mecs de mon chat qui vont dire « Mais ne plaît, tu racontes n'importe quoi, bien sûr qu'il s'est fait tout seul. » Mais n'importe quoi, frère, n'importe quoi. Évidemment que l'État français a joué un rôle dans le bâtissement de leur fortune. Ils ont contribué à leur fortune. Donc, excusez-moi, on va pas être comme des suceurs de bites, alors que la France a aidé ces mecs-là. Et tant mieux, parce que la France les a aidés et ça a permis de créer des emplois. Grand bien à leur face, ça nourrit des familles et tout, ok, pas de problème. Mais me faire croire que c'est uniquement Bernard Arnault qui a créé des emplois en France, arrêtez, par pitié. Ça c'est de la malhonnêteté, les mecs. C'est juste de la malhonnêteté, vraiment. Vraiment. Avec la méritocratie. Manuel Bompard, quand on vous entend parler de Bernard Arnault, on a l'impression qu'il faut le considérer comme un ennemi. Est-ce qu'il est un ennemi pour vous? Non, mais vous avez peut-être une impression, mais c'est votre impression, parce que moi je n'ai pas vous pose la question, alors si ça n'est pas le cas, dites-le. Ce terme, mais moi je n'ai pas d'ennemi en France, monsieur. Est-ce qu'il fait du mal à la France? C'est le sentiment que j'ai en vous écoutant parler. Non, il ne fait pas du mal à la France, mais la captation, l'accumulation des richesses du pays dans les mains de quelques individus au détriment du grand nombre fait beaucoup de mal à la France. Ça fait beaucoup de mal à la France. Comment vous pouvez justifier qu'une personne qui travaille aujourd'hui gagne le SMIC, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en capacité de finir les fins de mois, et que de l'autre côté de la chaîne, vous avez des personnes qui gagnent 2000 ou 3000 fois plus. Les salariés se battent pour travailler pour Bernard Arnault. Pardon ? Oui. Mais les salariés de Bernard Arnault, ils se battent pour... Ils sont très bien payés. Ils se battent pour leur augmentation de salaire. Ils sont à 95% en CDI. Et je vous dis, les salariés se battent pour... Et alors, ça veut dire quoi? Et alors, ça va justifier le fait que ce soit un fraudeur fiscal, que le mec, il est plus... Je sais même plus s'il est domicilié en France, à ce qui paraît, il a déménagé en Belgique. C'est quoi? On doit justifier ce fraudeur, genre et alors? Et ensuite? Et vous pensez qu'ils sont suffisamment rémunérés? Moi non. Voilà. Vous pensez qu'en France aujourd'hui il n'y a pas de problème lié aux salaires qui n'ont pas suffisamment augmenté alors que les prix ont augmenté? Moi si. Vous pensez que les McDo aussi sont en CDI, frérot. salariés, y compris qui travaillent pour Bernard Arnault, ont des vies qui sont des vies paisibles, qu'ils arrivent à finir les fins de mois? Je ne le crois pas. Vous pensez qu'en France aujourd'hui il n'y a pas de problème lié à le prix du logement, le prix de l'inflation sur les produits alimentaires, et vous pensez donc qu'il ne faut pas augmenter les salaires? Donc moi, excusez-moi, je pense qu'il faut augmenter les salaires. Et pour pouvoir augmenter les salaires, en particulier, c'est pas la seule option, il faut encadrer les écarts de salaire. Parce que sinon, il y a une forme d'indécence dans laquelle notre pays ne peut pas se retrouver, évidemment. Et la hausse du SMIC anticipée, elle avait été évoquée à un moment pendant le débat budgétaire, pour qu'elle soit avancée, on n'en parle plus trop. Vous la réclamez? Évidemment que je la réclame, mais je réclame pas seulement une hausse du SMIC anticipée. Je réclame on appelait ça un coup de pouce significatif pour que le SMIC... Aujourd'hui, on peut pas vivre dignement avec le SMIC, tout le monde le sait. Mais en l'occurrence, vous avez raison, ce sujet a été évoqué. C'est encore une bataille qu'a perdu le Parti socialiste, puisqu'il avait fixé comme condition à la non-censure le fait d'obtenir un geste sur le pouvoir d'achat des Français. À la place,
et il a obtenu une augmentation du prix de l'électricité pour 10 millions de personnes, parce qu'il y a 10 millions de personnes qui vont voir le prix de l'électricité augmenter dans les prochains mois. Et ça aussi, ça sera de la faute du Rassemblement national et du Parti socialiste. Le dépôt de votre motion de censure demain au Parlement. Merci. Bon, je vous spoil, c'est pas passé, les mecs, hein, c'est pas passé. Oh là là, Mugiwara qui a offert 5 subs. Putain, excusez-moi, monsieur. Merci pour les 5 subs offerts, Mugiwara. Merci. J'étais en tunnel là parce que j'ai vu des droitards dans mon chat là. Pro-capitalisme à la mort.